Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, intitulée Le dogmatisme des sceptiques sur la conscience, on va revenir sur la vidéo debunk que la Tronchambier a faite à propos d'une vidéo de Fabien Olicard intitulée L'énigme de la conscience, parce que je trouve que c'est un très bon exemple de ce que j'appelle le dogmatisme des sceptiques. Alors en préambule, je rappelle que je considère la Tronchambier comme une très bonne ressource pour tout ce qui concerne l'esprit critique, le débunkage des pseudosciences, etc. Mais malheureusement, quand ils abordent certains sujets, notamment les sujets métaphysiques, ils sont très souvent complètement à côté de la plaque, hein, notamment là sur le sujet de la conscience. Alors, à la base, la zététique est une bonne méthode en soi, donc elle utilise des outils de la méthodologie scientifique pour débunker les phénomènes paranormaux ou les pseudosciences. Très bien. Par exemple, si j'affirme que j'ai vu un ovni atterrir dans mon jardin ou que l'homéopathie guérit le cancer, la zététique fonctionne très bien. Donc elle va permettre, grâce à ces outils, de confirmer ou d'infirmer une affirmation de manière méthodique. Donc ces outils sont, alors il y en a beaucoup, mais on retrouve un peu souvent les mêmes outils. Donc déjà une exigence de preuve matérielle, ensuite se conformer au principe de réfutabilité de Karl Popper, et très souvent l'application du rasoir d'Occam comme un critère de validité pour la théorie. Mais le problème, c'est que là, si vous voulez, on ne va pas parler d'homéopathie ou de fantômes, de médiums, de choses comme ça. On va parler d'un sujet plus sérieux qui est le problème de la conscience. Et donc, jusqu'à preuve du contraire, tant qu'on n'a pas une explication scientifique définitive de ce qui produit la conscience, eh bien, on va devoir aborder ce problème dans un cadre plus large que celui de la science, qui est le cadre métaphysique. Et dans le cadre métaphysique, eh bien, les preuves matérielles, la réfutabilité et le rasoir de Cam ne sont pas des critères pertinents. Pas du tout. Alors pourquoi ce n'est pas des critères pertinents? Bon, l'exigence de preuves matérielles. Si vous voulez expliquer un phénomène dont vous ne savez pas a priori s'il a des causes matérielles ou non matérielles, hein, vous posez la question, bah déjà exiger des preuves matérielles, ça va arbitrairement réduire l'espace de recherche et ça va vous faire mettre de côté tout un ensemble de possibilités, comme on va le voir. À peu près 50% des théories actuelles qui ont été proposées pour expliquer la conscience ne rentrent pas dans ce cadre-là. Donc l'exigence de preuves matérielles ne fonctionne pas ici. À moins, bien sûr, qu'il y ait une explication scientifique, mais ça, on ne le sait pas encore. Donc le principe de réfutabilité. Alors là, on va prendre un exemple. Admettons par exemple que ma thèse métaphysique, ce soit que l'univers est une simulation. Donc nous sommes dans une gigantesque simulation qui a été créée par des extraterrestres ou je ne sais quoi. Bon, bah, c'est une thèse métaphysique. Est-ce que elle est réfutable? Comment est-ce qu'on pourrait réfuter ça? On pourrait dire, par exemple, qu'on devrait, si c'était une simulation, on devrait pouvoir voir les pixels, on devrait pouvoir descendre à un niveau de granularité tellement fin, comme par exemple la constante de Planck, ce serait le niveau auquel la simulation s'arrêterait. Oui, c'est un argument, mais celui qui défend la thèse de la simulation pourra toujours vous dire que cette granularité, elle a été décidée par le concepteur de la simulation. Donc c'est pas une limitation, c'était voulu. Donc voilà, ça ne permet pas de réfuter. Autre exemple de réfutation, on pourrait dire, si c'est une simulation, on devrait avoir découvert des bugs parfois dans cette simulation. Mais là encore, celui qui soutient cette thèse pourra toujours vous dire, oui, il y a peut-être eu des bugs,
mais le concepteur de la simulation, vu qu'il a tout pouvoir sur cette simulation, bah, quand il a vu le bug, il a rembobiné, il a corrigé, et puis il vous a effacé la mémoire, et puis il vous a remis là où vous étiez. Vous vous êtes rendu compte de rien. Donc vous voyez, ça c'est typiquement une thèse qu'on ne peut pas réfuter. Et c'est en général le cas avec la plupart des thèses métaphysiques. Donc le critère de l'irréfutabilité n'est pas un critère valide dans les questions métaphysiques. C'est un critère qui fonctionne quand on cherche à décrire des phénomènes, mais là on ne cherche pas à décrire un phénomène. Là on s'intéresse au statut ontologique des phénomènes et à leur existence même. Ensuite, donc le rasoir d'Occam, le fameux principe de parcimonie. Alors ça déjà, c'est pas un principe, c'est une heuristique. C'est quelque chose qui nous guide plutôt bien quand on fait de la science empirique, et encore parce que nos théories physiques modernes sont souvent le résultat d'une complexification par rapport aux théories précédentes. Hein. Prenez le modèle standard avec son cheptel de particules, prenez l'espace-temps d'Einstein, c'est quand même des théories qui sont beaucoup plus complexes que ce qu'on avait avant. Hein. Mais au-delà de ça, ce principe de parcimonie, il faut bien voir pourquoi il est pertinent en science, c'est parce qu'on s'intéresse aux phénomènes, à des phénomènes et aux causes qui pourraient les expliquer. Et donc dans ce cas-là, favoriser la parcimonie, donc favoriser un petit nombre de causes nécessaires et suffisantes, bah, c'est une bonne heuristique, puisque effectivement, si vous avez des causes en plus, bah, ça n'apporte rien à la compréhension du phénomène. Mais dans le domaine métaphysique, on ne s'intéresse pas aux causes des phénomènes, on s'intéresse plutôt à la nature profonde, à la nature de la réalité. Il n'y a pas de, on ne s'intéresse pas aux effets et aux causes à proprement parler, mais plutôt à l'existence même des choses. Donc dans ce cas-là, un critère pertinent, c'est plutôt que votre théorie soit cohérente, qu'elle n'ait pas de contradiction interne, plutôt qu'elle soit parcimonieuse. Bon, ceci étant posé, mais c'était important de bien insister là-dessus, je vais maintenant revenir sur certains passages de la vidéo, très peu. Hein, je vais me concentrer sur l'introduction et sur une petite dizaine de minutes en milieu de vidéo. Et ce que je vais essayer de montrer, c'est la confusion mentale des sceptiques quand ils parlent de sujets tels que la conscience. Alors là, j'ai rien contre Thomas Durand, il se trouve que là c'est lui qui a fait la vidéo, mais il n'y a pas que lui qui pense comme ça parmi les sceptiques, parmi les matérialistes. Donc je vais essayer de montrer qu'il y a vraiment une confusion mentale qui selon moi repose sur plusieurs points. Donc le premier, c'est une méconnaissance ou une très faible connaissance du sujet dont il parle, à savoir le sujet de la conscience. On retombe un peu toujours sur les mêmes exemples, les mêmes arguments, alors que le sujet est beaucoup plus vaste. Ensuite, plus grave, là, c'est l'ignorance du fameux Hard Problem of Consciousness, le problème difficile de la conscience, et notamment la différence qu'il y a entre le problème facile et le problème difficile. Ça a été formulé par David Chalmers en 1994, ça fait plus de 30 ans, et je trouve ça bizarre qu'il y ait des gens qui ne l'aient toujours pas intégré. Troisièmement, on va parler aussi, alors ça c'est quelque chose d'important, c'est ce biais de confirmation. Enfin oui, c'est un biais de confirmation, mais c'est surtout une incapacité à s'extraire du cadre matérialiste. Donc, et c'est fait de manière implicite, c'est-à-dire que c'est un biais cognitif. Ils ne se rendent pas compte que leur point de départ, la racine de leur façon de penser, est inscrite de manière très intime avec la croyance au matérialisme. Et c'est un biais complètement inconscient chez les sceptiques, je pense. Un quatrième point, donc c'est
c'est un peu en rapport, c'est l'illusion d'objectivité. Donc, ils sont convaincus d'avoir raison. Et bah, il y a du coup une certaine forme d'arrogance. Enfin, il y a cette audace qu'ils ont à exiger des gens qui ont une autre vision que eux de se plier à leurs critères empiriques de validité. C'est les critères qu'on a vus avant, demander des preuves, la parcimonie, etc. Ce qui, je le répète, ces critères ne sont pas du tout pertinents pour les sujets métaphysiques. Alors eux, ils vont vous dire que si, que ces critères-là, ils sont tout à fait applicables, parce que la conscience est produite par le cerveau, mais non, ça c'est justement c'est un raisonnement circulaire, et c'est ça le biais de naturalisme implicite, justement. Donc ils ont beaucoup de mal à s'extraire de ça. Donc voilà, sujet intéressant, on va avoir beaucoup de choses à dire, et puis on va remettre un peu de clarté et de vérité dans tout ça. Donc commençons par l'édito, qui va tout de suite nous donner un peu la couleur de ce qui nous attend. Écoutons l'édito de Thomas Durand. Donc, le fait que Fabien Licard batte en brèche les certitudes matérialistes sur qu'est-ce qui est la cause de la conscience, on part du principe que c'est le cerveau qui en est la cause, et dire que ça, on n'a pas des preuves totalement définitives, affirmatives, et qu'il faut être plus prudent que ça, pas de problème, dans la mesure où j'appartiens à la famille sceptique, moderne, hein, pas de problème, c'est très très bien de rappeler que nos modèles actuels sont imparfaits. On peut s'attendre à ce que dans l'avenir, les connaissances actuelles soient réévaluées et qu'on aura peut-être des grosses surprises sur la nature de la conscience, sur comment ça marche, ce qu'elle fait, d'où ça vient, etc. Ok, il n'y a aucun problème, c'est une très bonne chose, mais c'est pas ce que fait Fabien Licard. L'humilité épistémique, ça consiste à éviter de croire trop fort des idées trop fragiles. Alors l'humilité épistémique, on va en reparler de ça. Mais donc dans cet édito, ce qu'il nous dit, euh, on voit tout de suite un peu l'angle de la critique qu'il va faire, c'est-à-dire que bon bah il admet qu'on n'a pas de certitude absolue, hein, mais que avec tout ce qu'on connaît sur le cerveau, même si on n'a pas toute l'explication finale, ça sera quand même une explication à partir des neurosciences, une explication matérialiste. Oui, les modèles sont imparfaits, il y a des choses à réévaluer. Donc en fait, la vérité, ça sera un prolongement ou un raffinement de nos modèles actuels, mais il n'y aura pas de remise en question complète. Hein, et ça, il le dit avec beaucoup d'autorité, beaucoup d'assurance. Et donc, ça laisse penser que tout ce qui va sortir de ce cadre-là, finalement, ce sera vu comme quelque chose de pseudo-scientifique, problématique, etc. Donc moi, je trouve que là, il y a quand même un énorme manque d'humilité épistémique, justement, parce que les certitudes matérialistes, ben, il n'y en a pas. Hein. Donc ça, on va le creuser un petit peu plus tard. Tout ce que les neurosciences nous disent aujourd'hui, c'est que oui, le problème facile de la conscience, on fait des progrès énormes là-dessus. On comprend de mieux en mieux comment le cerveau traite l'information, comment il nous fait prendre des décisions, résoudre certains problèmes complexes. Mais ça, c'est ce qu'on appelle le problème facile de la conscience, hein, parce que ça peut être réduit à des fonctionnements organiques, mais ça n'a rien à voir avec le problème difficile de la conscience qui concerne la conscience phénoménale, c'est-à-dire le fait que tous ces états mentaux se traduisent par des expériences vécues subjectivement par un individu. Donc là, je trouve ça un peu bizarre d'affirmer comme ça, d'entrée de jeu, qu'on a des certitudes qui demandent juste à être raffinées à plus ou moins long terme, mais qu'en gros, c'est cette voie-là qui va nous permettre d'avoir la réponse au sujet de la conscience phénoménale. Parce que bah, c'est tout simplement faux. Ou alors, il faut nous citer un article, ou une étude, ou une méta-analyse qui nous montre comment
le cerveau et l'activité neuronale produisent la conscience phénoménale. Avec tous les articles qui existent en neurosciences, c'est des dizaines de milliers, il doit bien y avoir un article qui nous explique ça. Donnez-nous la référence, comme ça moi j'irai voir et puis ça me rassurera parce que ça fait un moment que je me pose cette question. Mais non, j'ai cherché, il n'y en a pas. Donc je ne comprends pas l'orientation qui est prise dans l'édito. On part de travers dès le départ là. Mais voyons la suite. Donc on va avancer un petit peu jusqu'à 20 minutes 24 où Fabien Olicard évoque la théorie du cerveau comme récepteur de la conscience. Et on va voir que ça ne plaît pas trop à Montax. Donc on va analyser ça en détail. Ça, voilà, au départ, il parle de la théorie non locale du cerveau. En fait, le cerveau ne serait pas l'émetteur de la conscience, ce serait un récepteur. C'est ce que raconte Jean-Jacques Charbonnier. Et donc, bah, j'en ai parlé avec lui. Allez voir mon débat avec Jean-Jacques Charbonnier, ça, j'en discute. Et le problème que ça pose, c'est que c'est totalement irréfutable. Donc, en reparler encore, c'est chiant. Voilà, donc en reparler encore, c'est chiant. Hein, donc on balaye l'argument comme ça. Mais bon, on va voir que c'est pas aussi simple. Hein. Dire que c'est irréfutable, c'est pas suffisant. Déjà parce que, bien, on a précisé en début de vidéo que l'argument de l'irréfutabilité n'était pas valide dans le domaine métaphysique. Donc ça serait le contre-argument basique, on va dire. Mais surtout, ce qui est encore plus grave, j'ai envie de dire, c'est que la théorie que défend Mondax, plutôt comme on l'appelle la thèse productiviste, c'est-à-dire que le cerveau ne reçoit pas, mais il produit la conscience, cette théorie-là, elle est aussi irréfutable. Donc c'est un peu léger d'évacuer quelque chose comme ça en disant que c'est irréfutable, alors que ce que soi-même on propose, c'est aussi irréfutable. Bon, alors ça, si vous voulez, c'est encore ce biais d'objectivité implicite. Le matérialiste ne comprend pas qu'il est lui-même dans une posture. Alors, pourquoi la thèse productiviste, elle est irréfutable? Bah, si vous voulez, c'est assez simple. On a d'un côté l'activité cérébrale et, correspondant à cette activité cérébrale, on a une expérience subjective. À l'heure d'aujourd'hui, la seule relation qu'on a pu établir entre ces deux phénomènes, ce sont des corrélations. Des corrélations très, très, très fortes, très systématiques. Bon, mais au-delà des corrélations, si vous voulez, les corrélations, elles fonctionnent pour la thèse du cerveau récepteur, mais elles fonctionnent aussi bien pour les deux thèses, si vous voulez. Les deux thèses expliquent qu'on ait des corrélations. Le problème avec la thèse productiviste, ou physicaliste, c'est qu'on n'a pas de mécanisme explicatif à l'heure actuelle. On observe de manière très précise l'activité cérébrale, mais on ne sait pas comment passer de l'activité électrique entre les neurones à la sensation subjective de bleu ou de rouge, par exemple. Donc si vous n'avez pas de mécanisme explicatif, vous ne pouvez pas faire de prédiction. Vous ne pouvez pas dire, bon, bah, si on fait ça, dans telles conditions, on devrait pouvoir observer ça. Ça, vous ne pouvez pas le faire. Donc, vous ne pouvez pas imaginer une expérience qui pourrait réfuter la théorie. Donc, c'est pour ça que c'est irréfutable. Et toutes les histoires de ce qu'on appelle la dépendance, c'est-à-dire le fait que quand on prenne de la drogue, quand on a un accident ou une blessure qui endommage le cerveau, une maladie neurodégénérative qui altère le cerveau et donc la conscience, mais si vous voulez, ça c'est pas un argument parce que ça peut être interprété par la théorie du cerveau comme récepteur tout aussi bien. Voilà, donc tant qu'on n'a pas de phénomène explicatif, la théorie physicaliste matérialiste est aussi irréfutable. Passons à la suite. Alors un petit peu plus loin, Fabien Olicard va nous parler du panpsychisme. Et oh, quelle erreur n'a-t-il pas fait? Il nous a parlé de miracle en parlant de la conscience. Et ça n'a pas plu à Thomas Durand. Regardons ça. Au lieu d'émerger miraculeusement à un certain degré de complexité. Miraculeusement. Là, moi, franchement, Fabien, là, ça m'emmerde.
ce que vous dites là. ou la charge électrique. Au lieu d'émerger miraculeusement à un certain degré de complexité neuronale, la conscience, même infime, je veux dire, Parler de miracle, si le mot vous échappe, ça veut dire que vous avez une conception de la manière dont les sciences abordent ce sujet-là. Je sais pas comment le qualifier, là j'ai rien écrit, donc je vais me taire parce que je vais dire des phrases et puis je vais être méchant. Mais ça va pas. Ça va pas, ça va pas. Je vais être méchant. Je vais me taire. Oui, il faudrait mieux vous taire parce que, bon, déjà, c'est très arrogant hein, de la façon dont il s'indigne de ce que dit Fabien. Il y a vraiment une arrogance. Hein. Pourquoi il y a une arrogance? Bah, parce qu'il n'y a rien de choquant à dire que l'émergence de la conscience a un côté miraculeux. Hein. C'est évident pour tout le monde. C'est évident pour plein de scientifiques. Là, je vous mets quelques exemples. Euh, donc, David Chalmers, dont on va reparler plus tard, Nick Lane, qui est un biochimiste, David Hoffman, qui est dans les sciences cognitives. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ils parlent tous de miracles. Hoffman nous dit: essayer d'expliquer la conscience à partir de neurones et de synapses, c'est comme essayer d'expliquer le goût du chocolat à partir de la disposition des pièces de monnaie dans une machine à sous. C'est un saut conceptuel qui relève du miracle. Bon, ça, si vous voulez, c'est quand on s'intéresse un peu au problème, c'est évident qu'il y a quelque chose de très mystérieux à propos de la conscience. Donc, Fabien Olicard qualifie ça de miracle, et on a l'impression que ça met Acermandax hors de lui, euh, comme si, il avait blasphémé. Peut-être il a blasphémé contre la religion matérialiste, je ne sais pas, mais je trouve que cet énervement est assez malsain. Alors, pourquoi euh, beaucoup de gens trouvent que c'est miraculeux? Bon, ça, c'est ce qu'on appelle le fossé explicatif. Donc, le fossé explicatif, c'est donc Joseph Levin, ça fait longtemps, 1983, qui nous parlait déjà du fossé explicatif par rapport au problème des qualia que le matérialisme n'arrive pas à expliquer. Bon, en quoi consiste ce fossé explicatif? Si vous voulez, pour les phénomènes physiques normaux, on va dire, en général, il n'y a pas de fossé explicatif. Il suffit qu'on cherche suffisamment longtemps avec nos microscopes et nos instruments de mesure pour qu'on finisse par trouver une explication. Par exemple, on sait que la température, elle est causée par l'agitation au niveau des molécules. Donc, on a là une chaîne explicative tout à fait cohérente, qui fait complètement sens. Si les petites molécules s'agitent de plus en plus rapidement, avec de plus en plus de vitesse les unes par rapport aux autres, et ben ça va créer un espacement entre les particules, donc une dilatation. Et si ça crée une dilatation, et ben ça explique que le, le niveau du mercure augmente, ce qu'on corrèle nous avec des sensations de chaud et de froid. Mais je veux dire, on a toute une chaîne d'explications qui vont du niveau microscopique au niveau macroscopique. Alors que dans le cas de la conscience, qu'est-ce qu'on a? Et bien ce qu'on a, c'est qu'on a des corrélations, effectivement, entre les états neuronaux et les perceptions phénoménales du sujet qui perçoit. Alors, ces corrélations, effectivement, on peut les mesurer. Donc, si le sujet perçoit du rouge, on va avoir un certain pattern d'activation. S'il perçoit du vert, on aura un autre pattern ou peut-être une autre localisation dans le cerveau. Mais si vous prenez un sujet que vous n'avez pas encore soumis à des tests comme ça, et que vous vous contentez de regarder l'activité de son cerveau, et que vous essayez de deviner quelle est la couleur que la personne est en train de percevoir, si vous n'avez pas fait des tests avant, vous ne pouvez pas simplement à partir de l'observation de l'activité neuronale en déduire la couleur qui est perçue ou en déduire l'expérience phénoménale que le sujet est en train d'avoir. On n'a aucun principe explicatif qui nous permet de remonter du niveau neuronal, c'est-à-dire même si on connaissait exactement quel est le calcul que les neurones sont en train de faire, on ne pourrait pas, à partir de ce calcul, en déduire quelle impression vécue subjectivement ça va produire chez le sujet. Il n'y a pas de théorie,
Et je dirais même, il y a un gros point d'interrogation. On n'a aucune idée de ce qui se passe. Contrairement à d'autres phénomènes physiques où on arrive toujours à proposer une explication, une réduction en fait d'un phénomène à ses parties, à ses composants élémentaires. Là, alors il y en a que ça dérange, mais on n'a rien du tout. C'est le mystère complet. Donc voilà, il ne faut pas s'énerver comme ça après les gens qui trouvent que c'est miraculeux. Dans l'état actuel, non seulement on n'a pas d'explication, mais il y a de bonnes raisons de penser que l'explication, il n'y en aura jamais. En tout cas, pas en se basant sur une approche comme ça fonctionnaliste de l'activité cérébrale. Donc maintenant, on va s'arrêter un court instant un petit peu plus loin, où Fabien Olicard va nous parler du panpsychisme. Et là, Mandax nous dit quelque chose d'intéressant. Écoutons. Donc c'est une philosophie et on peut pas la prouver. Bah, c'est un problème parce que si on peut pas la prouver, pourquoi est-ce qu'on en parle? Donc là, Ah, si on peut pas la prouver, pourquoi est-ce qu'on en parle? Alors, bon, ça c'est un peu bizarre aussi parce que, si vous voulez, oui, c'est une philosophie. Alors, bon, là, ça le dérange parce qu'il est plus dans son cadre empiriste. Et donc, c'est que de la philosophie, c'est que de la spéculation. Ça ne génère aucune prédiction, ça peut pas être falsifié, etc. Donc, pour lui, ça a une valeur épistémique nulle. Bon, oui, peut-être. Mais en l'état actuel, euh, l'hypothèse physicaliste ne procure aucune explication. Donc, on a le droit d'envisager d'autres hypothèses. Donc, c'est une hypothèse qui, pour l'instant, ne peut pas faire de prédiction, qui ne peut pas être réfutée très certainement, mais au point où on en est, on ne peut pas négliger les hypothèses. C'est justement le fait de faire des hypothèses qui permettent de progresser. Si vous voulez, j'aime bien l'exemple de l'atome. Si on se remet à l'époque de Démocrite, où on discutait de l'origine, enfin de l'essence de la matière, il y avait cette idée de l'atome. Alors bien sûr, on ne pouvait pas le prouver, mais est-ce que c'est une raison pour ne pas en parler? Parce que l'atome, plus de 2000 ans plus tard, il a été prouvé. Une fois qu'on a eu les moyens techniques pour faire des observations, mesurer, tester, vérifier, on est arrivé à prouver l'existence de l'atome. Donc si vous voulez, cette idée de dire on ne peut pas le prouver, alors pourquoi on en parle, c'est vraiment ridicule. Et puis bon, il n'y a pas que l'atome, hein. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on ne peut pas prouver, mais qu'on garde à titre d'hypothèse. Par exemple, la dérive des continents, ça a été longtemps une théorie, on ne pouvait pas le prouver, on ne pouvait pas mesurer le déplacement des plaques. Les ondes gravitationnelles, pareil, ça a été prouvé très récemment. Voilà, c'est des hypothèses qu'on garde sous la main en attendant de pouvoir les démontrer. Et puis, il y a aussi actuellement plein d'autres exemples, hein. La théorie des cordes, la matière noire. Bon, bah, pour l'instant, on ne peut pas les prouver, mais est-ce que c'est une raison pour ne pas en parler? Non. C'est le principe de la science. On travaille avec des hypothèses, et puis un jour, alors soit par le progrès technique, soit par la sérendipité ou la, la découverte fortuite d'autres lois, d'autres principes, un jour ça se débloque. Et c'est comme ça que la science progresse. C'est en repoussant cette frontière entre les hypothèses non prouvées et, euh, et ça avance comme ça. Donc si vous voulez, moi je trouve ça pas rationnel de dire que bon, bah, si on peut pas le prouver, pourquoi on en parle? C'est un peu le degré zéro de la démarche scientifique. On est un peu dans la situation, vous savez, vous connaissez cette histoire de l'homme qui a perdu ses clés de voiture. Et puis, il y a un passant qui lui dit, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous... Il dit, bah, je cherche mes clés de voiture. Mais pourquoi vous cherchez là? Est-ce qu'il vous dit qu'elles sont là, vos clés de voiture? Et le gars lui répond, bah oui, mais il n'y a que là qu'il y a de la lumière. Et si vous voulez, là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que tout ce qui sort du cadre
établi des lois de la physique telles qu'on les connaît. Pour les sceptiques, il ne faut pas regarder ailleurs. Il n'y a que là qu'il faut chercher. Pourquoi? Parce que sinon on ne peut pas appliquer la méthode scientifique, on ne peut pas faire de vérification empirique, donc ça n'a aucune valeur. Et ça, c'est un aveuglement. C'est encore une fois, c'est ce dont je parlais au début, c'est ce biais de naturalisme implicite qui fait qu'il n'y a rien qui existe en dehors de ça. Alors que ça, c'est pas comme ça que fonctionne la science en fait. Hein, le domaine de ce qu'on considère comme étant naturel, eh ben, il s'étend au fur et à mesure que la science progresse. Bon, par exemple, avant, on se représentait la matière comme des petites billes microscopiques. Les électrons, les protons, les neutrons. Et puis, bah, face à certaines impasses, on a développé la théorie quantique des champs. Et donc, on a conceptualisé, on a créé des nouveaux objets, notamment les champs, le champ électromagnétique, le champ de Higgs, les champs fermioniques, etc. Et ces champs-là, avant, ben, ils ne faisaient pas partie de ce qu'on appelle la nature. Et on les a simplement créés pour des besoins théoriques. D'ailleurs, est-ce qu'un champ, c'est quelque chose de matériel? Est-ce qu'on peut le prouver, le champ? Non, c'est un objet qu'on crée de façon à faire des prédictions. Mais c'est comme ça que notre compréhension du réel, elle se fait. Donc là, on a un espèce de blocage épistémique. On s'accroche à un naturalisme qu'on croit immuable. Le pire du tout, c'est qu'on va dénigrer les gens qui commencent à pousser un peu les limites de ce modèle. Donc ensuite, il va essayer de débunker le panpsychisme en fait. Alors écoutons ça. Il se heurte à une difficulté fondamentale, en fait, qui est reconnue d'ailleurs par ceux qui le défendent, le problème de la combinaison. Comment des proto-expériences, des petites proto-consciences d'électrons qu'on va attribuer aux constituants fondamentaux de l'univers, comment tout cela pourrait-il se combiner pour produire une expérience consciente unifiée, structurée et dotée d'un point de vue singulier? Eh ben ça c'est une très bonne question, Mandax. Effectivement, le problème de la combinaison, c'est un problème dans le panpsychisme. Alors, comment est-ce qu'on avance à partir de là? Deux choses déjà. Juste pour l'exercice, hein, je vais reprendre ce qu'il vient de dire là sur le panpsychisme et je vais remplacer certains mots. Comment des neurones, des petites unités de calcul qu'on va relier ensemble par des synapses, comment tout cela pourrait-il se combiner pour produire une expérience consciente unifiée, structurée et dotée d'un point de vue singulier? Est-ce qu'on n'est pas un peu face au même problème là? Je pose la question. Bon, je sais que pour l'instant il n'y a pas de réponse, mais c'est un peu comique de voir qu'en fait on exige des explications à certains endroits, mais pas à d'autres. Bon, blague à part, est-ce que ça révèle ça? C'est-à-dire que en fait, le problème de la combinaison, c'est ce que vous allez trouver si vous tapez dans ChatGPT quels sont les problèmes avec le panpsychisme. Voilà, il va vous dire il y a le problème de la combinaison. Si on s'intéresse vraiment au sujet, on va voir qu'en fait, il y a un peu plus de matière que ça. Alors, je vais me référer pour la suite à une étude qui a été publiée il y a pas longtemps. Alors c'est pas une étude, c'est un review paper, donc c'est une revue de la littérature qui est assez balèze. Hein. C'est un document qui fait quand même 140 pages. Moi j'ai jamais vu des revues aussi grosses. Elle a été écrite par Robert Lawrence Kuhn, donc c'est celui qui s'occupe de la chaîne YouTube Closer to Truth, pour ceux qui connaissent. On parle beaucoup de science, de métaphysique, de philosophie. Beaucoup d'invités qui viennent de tous les côtés, pas de parti pris, très bonne chaîne, je recommande. Et donc Monsieur Kuhn nous a pondu une revue complète de la littérature sur les théories de la conscience. Hein. Donc je crois qu'il passe en revue plus de 200 théories différentes, et c'est le résultat d'un long travail, hein, ça lui a pris des années. Et je fais remarquer que cette revue, elle a été publiée dans le journal qui s'appelle Progress in Biophysics and Molecular Biology.
Donc ça, si vous voulez, c'est intéressant. Ça n'a pas été publié dans un journal de philosophie ou de métaphysique ou de sciences de la conscience. Non, ça a été publié dans biophysique, biologie moléculaire. Si vous voulez, symboliquement, ce que ça nous dit, c'est bon, sortez un peu le nez de vos microscopes et de vos laboratoires et intéressez-vous à la conscience sous un angle un peu plus large, hein. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport au biais de naturalisme implicite. Et je trouve ça intéressant que un journal comme ça ait publié un article très général comme celui-là dans ce type de revue. Alors, que nous dit cette étude? Alors, je ne l'ai pas lu en entier, hein. Je vais simplement vous montrer la vue d'ensemble qui est proposée. Donc, toutes les théories de la conscience, en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, on a une classification, une taxonomie. Qu'est-ce que ça nous apprend? Alors déjà, on voit que c'était regroupé selon le type de posture métaphysique qui est derrière la théorie. Donc on voit qu'on en a effectivement beaucoup qui sont dans la posture matérialiste, presque la moitié, mais moins de la moitié. Et puis après, vous en avez un peu dans toutes les théories métaphysiques concurrentes. euh, on trouve aussi beaucoup de théories de la conscience. Donc ça déjà, ça vient un peu contredire ce que Thomas nous dit, c'est qu'il faut aborder le problème de la conscience du point de vue des sciences empiriques et en particulier de la neurobiologie, hein. La neurobiologie, c'est juste ce petit truc-là, hein. Donc, c'est une approche valide, mais c'est loin d'être exclusif. Et puis, par rapport à la critique qu'il faisait du panpsychisme, bah, c'est un peu la même chose. Le panpsychisme, c'est ce petit truc-là, donc c'est petit par rapport au paysage global, et le panpsychisme dont il parle, donc avec ce problème de recombinaison, c'est un des panpsychismes parmi les 12 qui nous ont proposés là, hein. Le problème de la recombinaison, on l'a pu dans le cosmopsychisme par exemple. Donc j'ai l'impression que les sceptiques sont un peu dans une vision un peu étriquée où, voilà, en gros, la conscience, le chemin à suivre, c'est la neurobiologie, les neurosciences. Et puis en dehors de ça, il y a une ou deux théories complètement farfelues. Alors c'est le panpsychisme et le dualisme. Et puis voilà. Non, 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 non. C'est beaucoup plus vaste que ça. Les théories alternatives ne sont pas farfelues. Il faut un peu se documenter, hein. Il faut arrêter de prendre ce point de vue un peu autoritaire, un peu qui dénigre un peu le travail des autres. On est dans un sujet complexe et il faut un peu redescendre de son piédestal. Voilà. Alors enfin, pour en finir un peu sur le panpsychisme, je voulais juste commenter sur ça, c'est assez marrant. Donc là, il nous cite David Chalmers pour venir appuyer le fait que voilà le panpsychisme, voilà, Chalmers a dit que c'était pas bien, alors que Chalmers pourtant c'est un philosophe un peu allumé. Enfin, c'est marrant d'appeler un philosophe comme ça pour venir appuyer son point de vue, alors que d'un autre côté, il dénigre complètement toutes les théories philosophiques, métaphysiques. Bon, je ne sais pas pourquoi il cite ce papier-là. Chalmers a une vue qui change assez souvent d'ailleurs sur la conscience. Je crois que c'est une forme d'émergentisme avec des lois psychophysiques donc qui nous resteraient encore à découvrir, qui feraient le lien entre la matière et la conscience. C'est très nuancé ce qu'il a comme position, mais ce qui est sûr, c'est que Chalmers ne défend pas l'idée que la conscience émerge des interactions entre les neurones, hein. C'est pas un physicalisme naïf ou un fonctionnalisme naïf comme beaucoup de neurobiologistes le pensent. Donc citer des citations comme ça me fait penser un peu au... Vous savez, quand vous voulez trouver une citation, vous demandez à ChatGPT, et puis ChatGPT, que pense David Chalmers du panpsychisme, et puis voilà, il vous sort un article, vous le citez, et en fait,
vous passez à la trappe un peu toute la philosophie que le gars défend par derrière. Donc c'est pareil, c'est pas très rigoureux du point de vue intellectuel. Hein. Euh, bon, voilà. Bon, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais bon, on va conclure là. Il y a plein d'autres trucs à débunker, beaucoup d'erreurs et de méconnaissance du sujet en fait. Mais pour conclure, je voudrais revenir sur les points principaux que j'ai essayé de montrer. Euh, c'est que cette attitude des sceptiques face au sujet de la conscience, selon moi, elle prend racine dans ce que j'ai introduit au début, c'est-à-dire c'est ce biais de naturalisme implicite, que moi j'appelle aussi le matérialisme inconscient. Donc, c'est un matérialisme qui est tellement ancré profondément que finalement tous les autres points de vue sont rejetés hein, de façon irrationnelle en fait. Hein. Je dirais même que c'est refoulé, hein. C'est quelque chose qui les dérange. Et donc ce biais, je pense qu'il vient de... Ça s'explique, je pense, par les progrès assez impressionnants qui ont été faits dans les neurosciences, notamment grâce à l'imagerie cérébrale ces derniers temps. C'est vrai qu'on a des corrélats très forts entre l'activité cérébrale et les ressentis subjectifs. Donc on a là une espèce de biais d'explication parfaite. Ça colle tellement bien bah, qu'on ne voit pas les choses qui ne marchent pas à côté, hein, comme par exemple le fossé explicatif dont j'ai parlé. Et puis on oublie aussi la fameuse distinction qui est faite entre le problème difficile et le problème facile de la conscience. Et ça, David Chalmers l'a bien montré, c'est que le problème facile, c'est ça que les neurosciences actuelles sont en train de faire. Elles progressent dans le domaine facile, mais elles ne s'occupent pas du tout du problème difficile. Ça, on a tendance à l'oublier assez souvent. Donc, ce biais de naturalisme implicite s'accompagne d'un dogmatisme épistémique. Et ça, on le voit bien dans la vidéo de critique de Fabien Olicard, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de, de supériorité un peu comme ça qui est revendiquée, et on va contraindre, on va interdire aux autres de penser différemment. Et c'est là où c'est un peu dommage, c'est que cette contrainte, ce dogmatisme va s'exercer avec la boîte à outils sceptique, la boîte à outils zététique. C'est-à-dire qu'on va exiger des preuves matérielles, on va exiger la réfutabilité, la parcimonie, alors qu'en fait, comme on est dans la métaphysique, ce sont des critères qui ne s'appliquent pas. Donc c'est un dévoiement de la méthode zététique. Et le pire dans tout ça, c'est que si vous opposez des arguments aux fonctionnalistes ou aux matérialistes, on va dire, si vous leur dites que votre théorie non plus, elle n'est pas réfutable, le gouffre explicatif, vous n'avez rien à nous proposer, leur défense, ça sera le sophisme du matérialisme prometteur. C'est-à-dire, oui, on n'a pas encore trouvé, mais dans 50 ans, dans 100 ans, comme tous les autres problèmes, la science va finir par trouver. C'est un sophisme, hein, c'est un espèce d'appel à l'ignorance aussi. Donc voilà où en est le scepticisme par rapport au problème de la conscience. Donc moi, pour conclure vraiment, j'en appellerais à l'humilité épistémique, hein, comme Mandax a invité Fabien Olicard à l'humilité épistémique. Moi, j'invite les sceptiques à faire de même. Hein. J'invite à ne pas utiliser la zététique ou les outils sceptiques en dehors de leur domaine d'application afin d'imposer une vérité entre guillemets aux autres. Et puis si vraiment vous aimez bien cette méthode, recentrez-vous sur les problèmes qu'elle est censée adresser, comme l'homéopathie, les barreurs de feu, les pyramides, le professeur Raoult, tout ça, voilà, là ça marche, là vous pouvez y aller. Et puis enfin, moi je me pose la question, si vraiment on découvrait que la conscience est une chose immatérielle, indépendante du cerveau, est-ce que ça serait si grave que ça?